Direction l'année 2006, une nouvelle ère commence. La popularisation d'Internet entraîne dans son sillage l'émergence des réseaux sociaux. Le réseau social MySpace, créé 3 ans plus tôt, connaît alors une ascension fulgurante, permettant ainsi à des millions de jeunes à travers le monde d'être en relation. Un vent de liberté souffle sur la toile. Désormais, en un clic, chacun peut échanger et partager ses passions avec le reste du monde. Mais nombre de parents sont méfiants. Savoir que leurs enfants peuvent justement en un clic discuter avec des inconnus, ça n'a rien de très rassurant, surtout quand ça concerne les plus jeunes. Alors, méfiance. Christina Meyer voit tout ça d'un très mauvais œil, alors quand sa fille de 13 ans lui demande d'ouvrir une page sur MySpace, elle refuse. Mais à force d'insister, elle va finir par accepter. Mais attention, elle veille au grain. Hors de question que sa fille ne discute avec le premier inconnu venu, mais malgré tous ses efforts, elle ne pourra pas empêcher le drame qui se prépare. Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Megan Meyer. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Megan naît le 6 novembre 1992 à Dardenne Prairie dans le Missouri. Elle est la fille de Christina et Ronald Meyer et elle a une petite sœur prénommée Allison. J'aurais aimé vous dire que Megan a eu une enfance heureuse, mais non, ce n'est pas le cas. Si elle a la chance d'être bien entourée, choyée et de ne manquer matériellement de rien, très rapidement, avant même son entrée à l'école primaire, ses parents vont commencer à s'inquiéter. Elle semble par moments comme triste. Elle n'est pas comme ses petits camarades de son âge, à savoir pleine de vie et insouciante. Non, même si elle est de nature joueuse et solaire et qu'elle adore passer du temps avec sa famille, impossible de ne pas remarquer cette mélancolie qui se dégage d'elle, surtout lorsqu'elle est hors de son cocon familial. Megan ne mettra les mots sur ses ressentis que plus tard, mais c'est comme si elle était déjà toute petite, très différente des autres enfants. En tout cas, elle se sent différente, comme faisant partie d'une espèce à part. Elle a du mal à être elle-même en société, elle cogite énormément, elle ressent une sorte de rejet de la part de ses petits camarades, rejet qu'elle n'arrive pas à s'expliquer. Et à cet âge, on se dit que tout est de sa faute, qu'on est moins bien que les autres. La petite Megan garde tout pour elle. Elle est encore bien trop jeune pour comprendre le pourquoi du comment. Son entrée à l'école primaire n'arrange rien. Voilà qu'elle est terriblement complexée par ses petites rondeurs. Du moins, on la fait se sentir complexée. Elle n'est jamais à l'abri d'une moquerie. Ses camarades de classe se montrent hostiles à son égard, sans compter que ses résultats scolaires sont catastrophiques. Elle a du mal à écouter en classe, elle est comme ailleurs, et ça la fait se sentir encore plus nulle. Ses parents ne vont pas tarder à remarquer que quelque chose cloche. Déjà, ses résultats scolaires, ils les trouvent étonnants. Elle qui est si vive d'esprit, si curieuse et intelligente pour son âge, il trouve que ça ne colle pas, sans compter que parfois elle semble comme ailleurs, plongée dans ses pensées. Elle semble par moments n'avoir envie de rien. À son âge, ce n'est pas normal. Ses émotions ont l'air d'être particulièrement intenses. Un rien peut la faire vibrer et à l'inverse, un rien peut la faire vaciller. Et c'est lorsque du haut de ses 8 petites années, alors qu'elle est en CE2, qu'elle dit à ses parents qu'elle aurait préféré ne jamais avoir existé, que parfois même elle rêve de tout simplement disparaître, qu'il décide de l'emmener voir un spécialiste. Elle, qui n'est qu'une petite fille, semble déjà avoir des problèmes d'adulte. Et d'un coup, tout s'éclaire. Ils découvrent que leur petite Megan a un trouble du neurodéveloppement appelé trouble du déficit de l'attention. C'est une sorte de mutation génétique qui peut se traduire sous différentes formes. Dans son cas, c'est une incapacité à se concentrer, de grandes difficultés à mémoriser les choses, de grandes difficultés à gérer ses émotions également. Elle a une carence en dopamine, d'où les moments de down, on va dire. Bref, si elle se sent si différente, c'est que dans le fond, elle l'est. Son cerveau, de par son trouble, fonctionne différemment. Sa perception du temps est différente. Son activité cérébrale fonctionne à toute vitesse. On parle alors de pensée en arborescence. Elle est ce que l'on appelle neuroatypique. Et avec un bon accompagnement, le spécialiste explique aux parents que tout ira bien.
Et effectivement, tout va bien puisque dans la foulée, ses parents décident de la changer d'école. Son bien-être passe avant tout, et si aller à l'école est aussi difficile qu'elle le dit, ils décident de l'inscrire ailleurs, et donc c'est ainsi que les choses vont rapidement s'arranger. Meghan se fait des amis, elle semble enfin être appréciée, elle retrouve le sourire. En grandissant, elle a plusieurs passions, la natation, le bateau, la pêche, les chiens, la musique, et tout particulièrement le rap. Au collège, elle rejoint l'équipe de volley, et voilà qu'elle commence à s'intéresser aux garçons. C'est une grande romantique, il lui tarde de connaître son premier amour, elle s'imagine déjà dans les bras de son prince charmant, mais elle va vite se rendre compte que les princes charmants à cet âge, ils sont surtout dans les films romantiques. En primaire, c'était déjà pareil, la plupart d'entre eux n'étaient, disons, pas très sympathiques, au mieux, ils l'ignoraient, au pire, il se moquait d'elle à cause de son poids. Et au collège, c'est pareil, et ça ne fait que renforcer cette sensation qu'elle a d'être nulle, stupide et moche. Et plus elle découvre la vie, et plus elle est déçue. Voilà, ça ne change pas. Parfois, elle a juste envie de disparaître. Et c'est sur Internet qu'elle va se réfugier. À cette époque, MySpace cartonne. Elle décide du haut de ses 13 petites années d'ouvrir une page sur ce réseau social apparu 3 ans auparavant, mais Christina, sa mère, veille au grain. Internet, c'est bien, mais elle considère que sa fille est trop jeune pour être laissée sans surveillance devant un ordinateur. Alors, au début, elle va refuser que sa fille ouvre une page MySpace, mais finalement, elle va accepter, mais à la seule condition qu'elle ne discute qu'avec ses amis, ceux qu'elle connaît. Hors de question qu'elle discute avec des inconnus. Elle explique à Meghan qu'elle n'aura le droit de chatter qu'avec ses camarades de classe et qu'elle ne s'avise pas de faire autrement. Elle compte bien garder un œil sur sa liste d'amis et elle a aussi instauré une autre règle. Meghan doit lui demander son autorisation pour pouvoir se connecter à sa page MySpace. Meghan est contente. Elle se concocte une jolie petite page à son image avec une belle couverture, une jolie photo de profil. Elle y partage ses musiques préférées, ses pensées, ses réflexions sur la vie. Et voilà qu'un certain Josh, un adolescent âgé de 16 ans, la contacte. Il lui explique avoir récemment emménagé à O'Fallon et qu'il est scolarisé à domicile. Et ce Josh, eh bien, Meghan le trouve canon. Elle aimerait bien discuter avec ce bel inconnu, mais elle sait que sa mère, qui surveille de très près ses activités sur le web, ne tardera pas à s'en rendre compte. Alors elle décide de lui en parler, mais Tina, comme elle est surnommée, refuse. C'est non. Elle ne connaît pas les intentions de ce Josh. Sa fille, en plus de ça, a 13 ans, lui en a 16. Non et non, hors de question. Mais Meghan va la supplier encore et encore. Elle lui promet d'être vigilante, de ne jamais se rendre à un quelconque rendez-vous, de ne jamais changer de numéro de téléphone. Promis, elle va juste faire connaissance. Tina hésite et elle va finalement accepter après les supplications incessantes de sa fille. Mais, encore une fois, la seule condition qu'elle puisse la surveiller. Loin d'elle l'idée de s'immiscer dans la vie privée de sa fille, mais elle considère que c'est son rôle de mère que d'être informée de l'évolution de, disons, leurs relations, leurs échanges. Mais encore une fois, elle la met en garde. Ce Josh, ça peut être n'importe qui. Et Internet, ce n'est pas la vraie vie. Meghan jubile, elle peut enfin échanger avec ce Josh sans craindre que sa mère ne lui tombe dessus et ne lui interdise d'aller sur MySpace. Et les deux adolescents se rendent vite compte qu'ils ont énormément de points communs. Les discussions sont toujours fluides, ils ont les mêmes goûts musicaux, ils apprécient les mêmes choses et aussi et surtout, ils la trouvent jolie. Il n'a de cesse de le lui dire. Et Meghan, complexée depuis son plus jeune âge et ayant une faible estime d'elle-même, est touchée. On ne lui avait jamais dit auparavant qu'elle était jolie. Et bientôt, après une poignée de semaines d'échanges, voilà qu'il lui fait une déclaration. Il lui dit qu'il a des sentiments pour elle. Il l'aime. La petite Meghan a des papillons dans le ventre. À cet âge, tout va très vite, tout va trop vite même. Et Meghan tombe amoureuse. Et en réalité, elle l'était déjà depuis longtemps. Mais savoir que c'est réciproque,
ça la comble de bonheur. Elle lui propose alors de s'échanger leur numéro de téléphone pour qu'ils puissent discuter de vive voix. Tant pis pour les règles de sa mère, mais Josh lui explique qu'il n'a pas de téléphone portable. Il lui dit qu'il l'a cassé, mais que aussitôt qu'il en aura un nouveau, il lui communiquera son numéro. Et leurs échanges sont tendres, à la fois amicaux et romantiques. Megan s'attache plus que de raison, elle se confie, elle lui livre ses moindres secrets, mais voilà qu'un jour, 6 semaines après le début de leurs échanges, elle reçoit un message bizarre. Josh lui écrit, je cite, « Je ne sais pas si je veux encore être amie avec toi parce que j'ai entendu dire que tu n'étais pas très gentil avec tes amis. » Et là, Megan panique. Comment ça, ne plus être amie? Elle ne comprend rien du tout. Elle lui demande de quoi il parle, ce qu'il veut dire par là. Elle prend les dires de Josh beaucoup trop au sérieux et c'est fébrile qu'elle va attendre devant son ordinateur, mais au moment de se déconnecter, toujours aucune réponse de Josh. Et elle va penser à ce message toute la nuit. Elle se demande pourquoi tout à coup il la pense méchante. Elle espère qu'il s'est trompé de destinataire. Mais si jamais ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il le pense. Elle se demande qui a bien pu lui faire penser ça. Qui aurait bien pu lui dire ça? Et surtout, pourquoi? Elle a beau réfléchir, elle n'a rien fait de mal à qui que ce soit. Ce n'est pas dans sa nature que d'être méchante. Elle s'endort et se lève avec les mêmes sempiternelles questions et avec cette boule à l'estomac. Et donc, le lendemain du message à l'école, elle distribue à ses amis ses cartons d'invitation, c'est bientôt son anniversaire et elle a prévu de le fêter comme il se doit. C'est avec soin qu'elle a préparé ses cartons d'invitation, qu'elle se faisait une joie de distribuer, sans compter qu'elle a déjà acheté sa belle robe de princesse qu'elle compte mettre pour ce jour si spécial. Elle a tout prévu. Alors que ses amis seront au rez-de-chaussée, elle descendra les escaliers avec à son bras son père, sans compter que le lendemain, il est prévu qu'elle se fasse enfin retirer son maudit appareil dentaire. Enfin, après des années. Donc, juste avant ce maudit message, elle était au comble du bonheur. Mais désormais, elle est angoissée. Elle n'a de cesse de repenser à ce qu'a dit Josh et elle n'a qu'une seule hâte, que sa journée de cours se termine pour pouvoir consulter sa messagerie. Alors, aussitôt rentrée de l'école, elle se précipite sur sa mère pour lui demander l'autorisation de se connecter. Sa mère accepte, mais comme elle doit ramener sa petite sœur Allison chez l'orthodontiste, elle lui dit de ne pas trop tarder. Et elle l'autorise à passer une quinzaine de minutes, après quoi elle devra éteindre l'ordinateur. Megan est déjà en train de tapoter sur son clavier, le regard vissé sur son écran. Elle ne jette même pas un regard à sa mère. Elle lui dit que là, elle est occupée, mais qu'elle le fera. Arrivée dans la salle d'attente de l'orthodontiste, Tina appelle sa fille. Elle lui demande si elle a éteint l'ordinateur, comme il était convenu de le faire. Elle lui rappelle qu'elle ne devait se connecter que quelques minutes. Et c'est une Megan bouleversée qui lui répond. Megan, sans prêter attention à ce qu'elle vient de dire, lui demande pourquoi tout le monde est si méchant avec elle. Mais sa mère ne percute pas. Elle lui répond simplement de se déconnecter. Elle lui dit que les quelques minutes autorisées sont passées et que si en plus de ça, elle se connecte pour lire des mauvaises choses, eh bien raison de plus pour se déconnecter. Megan lui dit qu'elle va le faire, puis elle raccroche. Mais voilà que 15 minutes plus tard, Megan appelle sa mère. Et cette fois, elle est en pleurs. Elle lui explique que, je cite, « Il publie des sondages sur moi. » Et effectivement, des sondages apparaissent sur MySpace, sur le fait qu'elle soit grosse. D'autres demandent si elle est une fille facile. Tout le monde se moque d'elle. Les résultats des sondages ne sont jamais à son avantage. Elle en est bouleversée. Et Tina, la maman, elle, est en colère. Elle est en colère que sa fille soit toujours devant son ordinateur à lire ce genre de bêtises. Elle lui dit simplement d'éteindre cet ordinateur. Et les deux raccrochent. Et aussitôt rentrée chez elle, Tina fonce sur l'ordinateur. Megan est toujours dessus, alors elle jette un œil. Et là, c'est le choc. Elle est outrée par le langage grossier de sa fille. Elle ne voit rien d'autre. C'est la première fois qu'elle voit sa fille employer de tels mots. Et ça la met en colère. Et elle fait part de sa colère à sa fille. Elle lui dit qu'elle ne l'a pas élevée comme ça. Et Megan est sous le choc. Elle pleure de plus belle. Elle aussi est en colère. Elle lui dit que c'est sa mère et qu'elle devrait être de son côté. Et c'est en larmes qu'elle court se réfugier dans sa chambre.
Sur le chemin, elle croise son père, surpris de voir sa fille aussi bouleversée. Il l'arrête, il lui demande ce qui ne va pas. Entre deux sanglots, Meghan explique qu'on dit des choses horribles sur elle, sur Internet, et qu'elle ne comprend pas pourquoi. Son père la rassure, il lui dit que tout ira bien et qu'elle ne doit surtout pas écouter ces gens. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne la connaissent pas. Meghan se réfugie dans sa chambre, elle est toujours aussi bouleversée. Ron, le papa, s'en va au rez-de-chaussée, dans la cuisine. Il y croise Tina, qui est en train de préparer le dîner. Les deux discutent de cette histoire de MySpace, du langage grossier de Meghan, des méchancetés aussi qu'on peut dire sur les réseaux sociaux. Ils se demandent si ce ne serait pas plus prudent de couper à Meghan ce maudit MySpace. Et alors qu'ils discutent depuis 20 minutes, Tina se fige au beau milieu de sa phrase. Elle est prise d'une sensation bizarre. Son instinct lui dit d'aller voir sa fille. Il lui dit que quelque chose de grave est en train de se passer. Sans dire un mot, elle se précipite voir sa fille. Sa chambre a l'air vide. Elle voit la porte du placard entr'ouverte. Elle aperçoit une silhouette et lorsqu'elle pousse la porte, c'est l'horreur absolue. Meghan s'est pendue. La maman s'effondre. Elle décroche la fille qui sera conduite aux urgences. Commence alors une longue et terrible attente où chaque minute paraît durer des heures. Tina et Ron ne vont avoir de cesse de prier. Ils demandent au bon Dieu de sauver leur fille. Ils sont comme hébétés. Tout s'est passé tellement vite. Et après toute une nuit à faire les 100 pas dans la salle d'attente, un médecin vient à leur rencontre et juste à sa tête, ils comprennent. Tina s'effondre. Elle hurle de douleur. Et même si des larmes commencent à couler sur son visage, Ron espère encore. Mais le médecin lui confirme qu'il n'a rien pu faire. Meghan allait fêter son 14e anniversaire dans seulement 3 semaines. De retour chez eux, Tina n'est capable de rien. Elle est dans un état de sidération totale. Mais Ron ne perd pas une minute. Il fonce sur l'ordinateur. Il veut voir ce qu'il s'est passé. Et là, il se fait la promesse de découvrir qui est responsable de tout ça. À sa tristesse s'ajoute alors un sentiment de détermination. Œil pour œil, dent pour dent. Peu importe qui sont ces gens, et même si ce ne sont que des adolescents, il se fait la promesse qu'ils vont le payer. Et ça a au moins le mérite de le faire tenir debout. C'est concentré qu'il ouvre le MySpace de sa fille. Il a du mal à voir ce qui est écrit tant ses yeux sont embués de larmes. Et la première chose qu'il voit, c'est le dernier message. Il émane de Josh et il dit, je cite, « Tout le monde à O'Fallon sait comment tu es. Tu es une mauvaise personne et tout le monde te déteste. Passe une fin de vie merdique, le monde serait bien meilleur sans toi. » Ce à quoi Meghan a répondu, « Tu es le genre de garçon pour lequel une fille aurait envie de disparaître. » Voilà, c'était les derniers messages. Ron parcourt le reste, ce n'est guère mieux. Il constate que ce Josh n'a eu de cesse de poster des méchancetés sur sa fille, des méchancetés commentées par d'autres, et la plupart de ces autres ne connaissent même pas sa fille. Il va envoyer un message à ce Josh, il lui explique ce qu'il s'est passé et à quel point les paroles peuvent faire mal, à quel point les siennes ont fait du mal à sa fille, à quel point ce qu'il a écrit a heurté sa fille, et à quel point c'est toute une famille qu'il a détruit avec ses paroles. Pas de réponse. Il décide de retourner auprès de sa femme. Dans le fond, c'est elle et sa fille qui ont besoin de lui maintenant. Pendant ce temps, la nouvelle se propage dans la ville. C'est le choc. Et quand Ron consulte à nouveau le MySpace de sa fille, il constate que ce Josh a supprimé son compte. Ces messages n'apparaissent plus. Ils ont disparu. Le lâche. Et en supprimant son compte, tous ces messages ont disparu. C'est 6 semaines de conversations qui disparaissent alors. Les parents vont trouver la force de porter plainte, ils veulent qu'on les aide à identifier les coupables. En 2006, c'est compliqué, les policiers ne sont pas assez formés sur la question, mais ils expliquent qu'ils vont faire malgré tout leur possible. En se connectant, ils ne peuvent que constater que la conversation de Meghan avec Josh a disparu, mais Ron n'a pas oublié le dernier message de Josh. Il va le dire aux enquêteurs, il est consigné par les enquêteurs qui promettent de faire de leur mieux. Les jours vont passer, les parents n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau, pourtant il y a encore Allison, la petite dernière, ils savent qu'ils ne peuvent pas couler, qu'ils doivent être là pour elle, et comme ils n'y arrivent pas,
ils vont avoir le bon réflexe, se faire aider. On leur conseille un groupe de parole et ça va grandement les aider. Dans ce groupe de parole, ils peuvent parler avec d'autres parents qui ont vécu le même drame qu'eux et eux vont trouver les mots, les bons, et savoir qu'ils ne sont pas les seuls, savoir qu'on les comprend vraiment et que d'autres sont passés par là, ça leur fait un bien fou. Ils vont essayer d'écouter leurs conseils, leurs douces paroles leur fait énormément de bien, mais dans le fond, ça n'enlève rien à leur douleur. Mais ça leur permet tout de même de tenir un peu, de rester debout. Les semaines passent, et voilà que 6 semaines plus tard, une de leurs voisines, une mère célibataire qui a une fille du même âge que Megan et qui est scolarisée dans le même collège, demande à les voir. Elle explique qu'elle a des révélations à leur faire et qu'elle veut leur parler. Pour ce faire, elle va passer par le conseiller du collège qui organise une entrevue. Ron et Tina se rendent au rendez-vous avec beaucoup d'espoir. Si elle a des choses à leur dire, c'est qu'elle sait sûrement quelque chose. Et ne rien savoir, ça les ronge de l'intérieur. Arrivée au rendez-vous, en face d'eux, c'est une femme bouleversée qui se présente. Elle explique ne pas pouvoir se taire, qu'il mérite de savoir ce qu'elle sait. Et ce qu'elle sait, eh bien, c'est sa fille qui lui a dit. Elle leur dit que sa fille s'est confiée à elle. Elle a constaté que sa fille était bouleversée. Au début, les premiers jours, sa fille n'a rien dit, mais petit à petit, elle lui a tout raconté. Rongée par la culpabilité, sa fille lui a expliqué qu'elle a été encouragée par une amie à participer à une blague. Cette amie, une autre camarade de classe, qui s'était justement brouillée avec Megan. Selon cette amie, Megan avait lancé de fausses rumeurs sur son compte. Alors, elle lui a parlé de ce faux compte, Josh. Un compte que sa mère venait de créer et avec lequel il faisait tourner en bourrique la pauvre Megan. Cette amie brouillée avec Megan va alors lui donner les identifiants du compte de Josh et elle va l'encourager à chatter avec Megan. Et le but de la mère de famille, c'est de mettre la zizanie dans la vie de Megan. Et c'est tout un groupe d'élèves qui s'est alors connecté de longues semaines durant pour chatter avec Megan. Tous se faisaient passer pour Josh. Le but, faire croire à Megan qu'il était amoureux d'elle pour lui soutirer un maximum d'informations personnelles afin de les utiliser plus tard contre elle dans le but de l'humilier. Et donc cette dame qui a demandé l'entrevue avec les parents de Megan explique que sa fille s'est prêtée au jeu, justement la nuit du drame. Elle a, elle aussi, écrit un méchant message à Megan, se faisant passer pour Josh. La maman explique que si elle a gardé le secret des semaines durant, c'est parce qu'elle est proche de la famille en question, et surtout de la mère qui a créé le compte de Josh. C'est une certaine Laurie Drew, elle la connaît depuis des années. Elle explique que Laurie a appelé sa fille le soir du drame, et qu'elle a demandé à sa fille de ne jamais parler à qui que ce soit de Josh et de MySpace. En apprenant ça, Tina et Ron sont hébétés. Jamais ils n'auraient pu imaginer qu'une mère de famille se cachait derrière le profil de Josh. C'est plus que jamais en colère qu'ils sortent de la réunion. Et aussitôt après, voilà qu'ils sont contactés par cette fameuse Laurie. Apprenant qu'on venait de la balancer, Laurie et sa famille ont pris les devants et ont contacté les meilleurs pour tenter de les rencontrer afin d'avoir une explication avec eux. Mais c'est hors de question pour les parents de Megan. Ron le sait, s'il voit cette femme, il risque de physiquement s'en prendre à elle. Il le sait. Il sait qu'il sera incapable de se retenir. Et pourtant, ce n'est pas dans ses habitudes de s'en prendre aux femmes. Mais il sait d'avance que celle-là, il ne va pas la rater et son mari non plus. Alors, il juge plus prudent de ne pas les rencontrer. Les meilleurs vont de suite signaler les faits à la police, ce qui permet de faire avancer l'affaire. Et comme les policiers ne sont pas assez formés en matière de réseaux sociaux, ils décident dans la foulée de passer le relais au FBI qui dispose d'un service compétent en la matière. Laurie, la mère indigne, réalisant le pétrin dans lequel elle s'était mise, décide d'écrire une lettre aux meilleurs. Comme ils ne veulent pas la voir, elle décide de passer par écrit. Dans une lettre datée du 30 novembre 2006, elle explique à quel point elle est désolée. Selon les parents, c'est un véritable torchon, rempli d'excuses et de regrets. C'est un peu facile pour eux. Après 6 semaines d'acharnement, dans le but de l'humilier, c'est vraiment trop facile. Il y est dit entre autres dans cette lettre, je cite, « Nous sommes désolés pour la douleur extrême que vous traversez et nous ne pouvons qu'imaginer à quel point ça doit être difficile. Nous avons toute la compassion pour vous et votre famille. » Fin de citation. Et Laurie lâche jusqu'au bout, ne signe pas le courrier de son nom, mais elle le signe de celui de sa famille.
Laurie implore le pardon des parents. Elle n'a qu'un seul but, tout tenter pour s'en sortir sans trop de dégâts. Mais au-delà de ça, ce qu'elle redoute, c'est de finir derrière les barreaux. Elle sait que si une action en justice est intentée contre elle et qu'elle est reconnue coupable, elle risque de passer un long moment à l'ombre. Alors, elle va se faire toute petite et attendre. Mais elle peut bien se faire toute petite, aussi petite qu'elle le peut. Bientôt, c'est le FBI qui frappe à sa porte. L'ordinateur familial est perquisitionné et les différents membres de la famille interrogés. Et un à un, ils vont expliquer que c'était là une blague, certes de mauvais goût, mais qu'en aucun cas, ils sont allés plus loin que les moqueries. Et que jamais ils n'ont voulu ce qui est arrivé, et que jamais ils n'ont incité Meghan à faire quoi que ce soit. Laurie va expliquer que si elle a créé le profil de Josh, c'était avant tout pour surveiller si Meghan disait des mauvaises choses sur sa fille sur Internet. Elle dit que, dans le fond, elle a voulu protéger sa fille. Pendant ce temps, une équipe d'informaticiens va fouiller l'ordinateur de fond en comble. Tina et Ron sont heureux de voir l'affaire avancer, mais malheureusement, malgré leurs efforts, les informaticiens ne réussissent pas à retrouver les conversations entre Josh et Meghan. Ils découvrent que les jeunes ont migré en plus de ça sur la messagerie d'AOL, que tout donc a été effacé par Laurie et il n'en demeure aucune trace. Ils vont néanmoins réussir à retracer ce qui a été publié publiquement et à force d'insister, ils vont réussir à retrouver certaines parties de la conversation entre Josh et Meghan, mais qu'une toute petite partie seulement, mais aucun de ceux ayant été envoyés le jour du drame ou la veille. Y compris donc le dernier message, celui que Ron a lu. Tout le monde à Fallon sait comment tu es une mauvaise personne, tout le monde te déteste, passe une fin de vie merdique, le monde serait meilleur sans toi. Or, seul ce message aurait pu caractériser une incitation. Le reste, en tout cas ce qu'ils ont trouvé, non. Interrogée, Laurie explique ne jamais rien avoir envoyé de ce genre, aucune incitation du moins. Sa fille aussi, les autres camarades aussi, bref, personne n'a rien fait. Et voilà que donc les semaines vont passer, les mois, et alors que l'affaire qui n'avait pas passé les frontières de la région finit par attirer l'attention des médias nationaux. Ils sont friands de ces histoires macabres liées à l'émergence des réseaux sociaux. L'affaire est relancée de plus belle. Une mère qui agit de la sorte, c'est aussi surprenant que pathétique. Les Américains sont choqués, mais Laurie a de la chance. Son identité n'est pas révélée. Mais tout le monde veut savoir qui est cette odieuse mère de famille. C'est une véritable chasse aux sorcières qui commence alors. Tina et Ron gardent le silence quant à son identité. Ils n'ont pas le choix. Les enquêteurs leur ont demandé de garder cette information privée le temps de l'enquête, mais il y en a une qui refuse de se taire. C'est la tante de Meghan, Vicky Dunn. Lorsqu'elle lit un article dans le Suburban Journal, elle décide de contacter Steve Pokin, qui est le journaliste. Elle lui révèle alors l'identité de Laurie. Le journaliste arrive à mettre la main sur une photo d'elle. Il arrive également à dénicher tout un tas d'informations la concernant, mais après mûre réflexion, il décide de ne pas révéler son identité, ni même de publier sa photo. Il va se contenter de mettre quelques informations pour que les lecteurs en sachent un peu plus sur le profil de cette mère. Et c'est avec ces nouvelles informations que des internautes vont réussir à trouver l'identité de Laurie. Voilà alors son identité et son visage dévoilés sur Internet, mais pas que, son adresse aussi, son numéro de téléphone. L'information se répand et elle est rapidement reprise par les médias nationaux. L'humiliation est totale pour Laurie, elle qui a tant voulu humilier l'ancienne amie de sa fille, la voilà humiliée à son tour et à l'échelle nationale. C'est la honte totale, elle y est plus que jamais obligée de se cacher. Ses actes ont provoqué la colère de nombre d'internautes. Au-delà des moqueries, c'est la vengeance que beaucoup réclament. Ils sont nombreux à dire vouloir s'en prendre à elle. Et il y a même une photo aérienne de sa maison qui sera publiée. Et dans la foulée, le résultat, c'est que sa maison est vandalisée. Bref, elle semble récolter ce qu'elle a semé pendant 6 longues semaines. Elle devient alors la risée de l'Amérique. Ils vont découvrir à quel point elle a été mauvaise, n'hésitant pas à copier-coller des messages privés de Meghan pour les partager publiquement. Elle n'hésitait pas à les envoyer aux camarades de classe de Meghan, sans compter qu'elle a même encouragé sa jeune employée, Ashley Grills, 18 ans, à écrire à Meghan.
Ashley avouera avoir été l'auteur de nombreux messages privés. Mais trouvant que la blague avait assez duré, elle avait envoyé un message d'adieu, visant à mettre fin au canular. Sauf que Lori a relancé de plus belle la conversation. Après enquête, décision est prise d'inculper Lori. C'est devant un tribunal qu'elle devra rendre des comptes. Mais comme la loi n'en est qu'à ses balbutiements en matière de réseaux sociaux, elle ne peut qu'être accusée d'avoir enfreint la loi sur la fraude et les abus informatiques. Le procès a lieu en 2008, soit 2 ans plus tard. La voilà donc toute honteuse. Elle va devant le juge, les yeux baissés, expliquer que ce n'était là qu'une blague innocente, certes maladroite, mais que jamais elle n'a pensé que ça finirait ainsi. Elle explique encore une fois avoir voulu protéger sa fille et qu'en aucun cas elle n'est responsable de l'acte de Meghan. Elle tente bien de présenter ses excuses, de dire à quel point elle regrette, qu'elle a été stupide d'agir comme elle l'a fait, mais le jury est unanime, la voilà qui est déclarée coupable. Sa peine doit alors être déterminée ultérieurement. Mais voilà qu'entre-temps, sa condamnation est annulée par un juge fédéral. Il estime que cette fameuse loi dite sur la fraude et les abus informatiques ne peut pas être appliquée dans cette affaire, ce qui dans les faits est vrai. Cette loi ne peut pas être invoquée, elle n'a pas été créée pour ça. Donc le jugement est annulé. Et alors que Ron et Tina ont la possibilité de faire un recours en intentant une autre action au civil contre Lori, ils vont faire preuve d'une incroyable résilience. Ils ne vont pas faire appel. Alors même qu'ils savent que toute possibilité au pénal est impossible, car selon les agents, il n'y a pas assez d'éléments pour ça. L'agent McGuire, en charge de l'affaire, expliquera plus tard que les seules déclarations de Ron ne suffisent pas à prouver que ce dernier message a bien existé. Et avec ce qu'ils ont réussi à retrouver sur l'ordinateur de la famille Drew, impossible de prouver que Lori est responsable. Aucun écrit ne permet de prouver qu'il y a eu incitation. Il est donc selon lui impossible de traduire Lori devant la justice pénale. Il n'y a, selon les agents, encore une fois, pas assez de preuves pour affirmer avec certitude que Josh/Lori est responsable de la décision de Meghan. L'agent McGuire déclara par voie de presse, je cite, « Je ne pense pas que quiconque puisse s'asseoir et dire « Voilà pourquoi Meghan a fait ça. Voilà qui est le responsable. » Fin de citation. Et comme le doute doit profiter à l'accusé et que l'enquête des policiers manque d'éléments de preuve, l'affaire est classée. Elle ne donnera lieu à aucune accusation et Lori, qui avait été mise en examen en 2006, condamnée en 2008, sera finalement complètement acquittée en 2009. Ouf, voilà l'odieuse Lori rassurée. Et même si les parents considèrent que l'enquête a d'une certaine manière été bâclée, puisque par exemple jamais les agents n'ont interrogé Ashley, l'employée de Lori qui pourtant sait beaucoup de choses et qui s'est dit prête à tout raconter, il considère que dans le fond, Lori et sa famille ont d'une certaine manière déjà payé pour ce qu'ils ont fait. L'humiliation, la culpabilité, si tant est qu'elle existe, et surtout tout cet acharnement dont la famille a fait l'objet a été un juste retour du bâton pour eux. Cette famille, et surtout cette Lori, devra vivre avec ça sur sa conscience toute sa vie. Et pour eux, c'est déjà ça. Il y a eu une justice populaire, même s'il n'y a pas eu une justice au sens étatique du terme. Et selon eux, Ashley n'est pas responsable de tout ça. Oui, elle a une part de responsabilité, mais ils ont conscience qu'elle a été poussée à le faire par sa patronne et que c'est surtout l'idée de personne d'autre que de Lori que de créer ce compte. Mais aussi et surtout, pour Tina et Ron, le problème est ailleurs. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait plus de lois pour protéger les enfants sur Internet. Rappelant qu'en 2006, on en est au début des réseaux sociaux. Il n'y avait que très peu de lois qui encadraient à l'époque ce qu'il s'y passait. Et donc pour les meilleurs, c'est ça le vrai problème. Le plus important, c'est de réformer la loi, pour que leur fille soit la dernière, pour qu'aucun autre parent n'ait à vivre ce qu'ils ont vécu. Et pour que plus aucun adulte mal intentionné comme Lori ne puisse agir de la sorte sans en subir les conséquences. Selon eux, ça doit changer. Et la loi sera effectivement réformée. D'année en année, elle va évoluer, malheureusement souvent au détour de drames. Et oui, c'est souvent comme ça qu'on ajuste la loi, qu'on la perfectionne.
Ron va activement agir pour sensibiliser la population, et Tina aussi. Elle dira que toute sa vie, elle se sentira coupable d'avoir laissé sa fille ouvrir cette maudite page. Elle fera part de son impuissance. Elle qui a pourtant toujours surveillé de près les activités de sa fille sur Internet, n'a pas pu empêcher les choses. Ron, quant à lui, déclarera, je cite, « En fin de compte, c'était le choix de Meghan de faire ce qu'elle a fait, même si je n'oublierai jamais qu'on l'a encouragée à le faire. » Les parents ont estimé qu'il était nécessaire de lâcher prise pour consacrer toute leur énergie à faire changer la loi. Mais leur couple n'a pas résisté à l'épreuve. Ron et Tina ont fini par divorcer. Ils ont néanmoins créé la fondation Meghan Mayer afin de sensibiliser l'opinion publique et de venir en aide à qui en aura besoin. Quant à Laurie, elle va finir par sortir de son mutisme, bien sûr bien des années plus tard, pour déclarer que si dans un premier temps elle s'est sentie coupable, et que, dans le fond, oui, elle est responsable des disputes qui ont éclaté les derniers jours sur MySpace, et bien finalement, elle a fini par, je cite, ne plus se sentir aussi coupable, en découvrant plus tard que Meghan avait déjà, par le passé, essayé d'en finir. Voilà, traduction. Je ne suis pas responsable, du haut de mon grand âge, de la sensibilité exacerbée d'une jeune fille de 13 ans. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas donc à nous faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si notre travail vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, les YouCrim Sisters, à nous écouter sous forme de podcast. Désormais, vous le savez, nous sommes présents sur toutes les plateformes d'écoute. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire, les amis.